ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت، المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري أو ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك، نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت، أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. مرحبا بكم في دي جي كلوب. رجعنا بعد ترتيحه صغيره بتاع رمضان. فات ما كانش ترتيحه برشا، كان نتابعوا فينا مليح حتى في الراديو. ليكيب تاع تي اش دي انا وناديه كنا انفيتي توت او لون دو موا دو رمضان على شمس اف ام. اون ايتي لي كرونيكور نتاع امين بوناويس ليميسيون جينيراسيون ديجيتال تاع حي الامين بوناويس. دونك رجعنا لكم بعد رمضان بعد هالترتيحه صغيره بارابور او بودكاست باش نحكيو اونكور اون فوا على لاكتواليتي تكنولوجيك في تونس وفي العالم. معكم وليد نفاتي اي جو سوي تري هورو اللي اليوم اول انفيتي متاعي بعد هالبريود هذايا تاع الراحه هو سي محمد ناصر عمار. للي ما يعرفوش سي محمد ناصر عمار هو قامه من القامات تاع التكنولوجيا في تونس، نتاع لونسينيومون سوبيريور، زاده جماعه السوبكوم يعرفوه مليح، اي سورتو جماعه التكنولوجي الفيتوريست خلينا نقولوا، على خاطر عنده بوكو دو ريفليكسيون على وين ماشي القطاع نتاعنا. و سي ابروبو دو سو سوجي لا اللي نحن قلنا خلينا نحكيو معاه وين ماشي تونس والقطاع تاع التكنولوجيا في تونس افيك لانتيليجنس ارتيفيسيال. سي محمد ناصر اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. انا حبيت قبل كل شيء نشكرك على الاستضافه. شرف لنا نحن سيدي. سي ان اونور، جابريسي بوكو سكو فو فيت. عايشك يا سيدي. سي ان اونور بور موا ديتر لا. حتى انا زاد ان توكا راهو نعرفوا، انا نعرف سي ناصر من قبل ملي كنت ان تي جورناليست كوم سا 15 16 سنه التالي وقت كان على تيت دو مينيستير. اول ما بديت الكارير نتاعي في الجورناليزم هو كان وزير التكنولوجيا. نحن باش نرجعوا على على الكارير نتاع سي ناصر، باش نحكيو على شنو عمل توت لون سا كارير وسي دو لا بتيت بارونتيز على راس وزاره التكنولوجيا. في البارتي الثانيه من الانترفيو اللي باش اون فا سو فوكاليزي عليه توا سي ناصر. سان نعيط لك سي محمد ناصر، سي ناصر، سي Nasser, comme c'est un prénom composé, Nasser tout court. C'est Nasser. Parce que le Mohamed. Très bien. C'est Nasser, en fait, vous avez animé un séminaire, si on peut dire, voilà, une présentation en tout cas auprès de plusieurs étudiants, de jeunes, à l'avenir dans les métiers à l'ère de l'intelligence artificielle. كان ماني شغلت في أول مارس اللي فات. C'est ça? في الحقيقة donc ça date même d'une année. La première invitation était dans le cadre du Forum du savoir et du développement humain, qui est un cadre créé par le professeur Ahmed Frea. C'est encore un ancien ministre des technologies de la communication. Donc, qui a beaucoup fait pour le pays. Il m'a invité dans le cadre de ce forum, c'est une association, pour parler de ce sujet. Et c'est là que j'ai commencé à regarder les études, ce qui se fait dans le monde, un peu l'impact. Et j'ai donné la première conférence à l'Initiano voilà. Sur le sujet. Et la dernière fois, c'était de... Alors la dernière fois, en fait, il faut dire que la première intervention, ce qui n'allait pas, c'est que j'avais une audience avec une moyenne d'âge supérieure à 50 ans. Alors justement ça m'a interpellé, parler du futur devant des gens dont le futur c'est le passé antérieur, je trouvais ça plutôt paradoxal. Et je m'étais dit il faut bien que j'interagisse avec les jeunes et j'ai commencé à la donner dans un contexte plus universitaire ou encore devant des lycéens récemment. Voilà. Donc dernièrement, en tout cas, c'était l'école Pristini, c'est ça? Absolument. Et c'est une école School of AI, c'est l'école de l'intelligence artificielle. C'est ça. Et vous êtes un des directeurs, des fondateurs? Donc le projet, il a démarré avant moi. Mais j'ai rejoint l'équipe de Pristini il y a un an exactement. Et c'est un projet autour d'une nouvelle école agréée par l'enseignement supérieur. Dont le fil conducteur, c'est l'IA. Alors l'IA, c'est pas un métier, c'est une technique qui va s'imposer comme technique d'usage à tout le monde, à tous les métiers. Et c'est une école qui a démarré en septembre dernier et qui offre des bachelors et des masters autour des liens avec un croisement métier.
comme métier à la santé, à l'industrie, à l'administration des affaires. Et la spécificité de cette école, c'est que tous les enseignements se font en anglais. D'accord. وهذه l'école موجودة وين بالضبط؟ Elle est موجودة à Innovation City, la Technopark de Sousse. مش موجودة في تونس العاصمة؟ لا موجودة في سوسة. ناويين باش تحلوا في العاصمة bientôt؟ Alors, les textes de l'enseignement supérieur privé interdisent de filialiser, sauf à créer de nouvelles entités. Mais l'implantation de Sousse est pas mal. La région de Sousse, c'est quand même le deuxième pôle économique et universitaire du pays. D'accord, donc ceux qui sont intéressés, il y a un environnement propice au développement. Il y a même beaucoup d'acteurs du numérique qui pensent à... Quels sont les critères d'adhésion? Les amis qui sont bacheliers, les amis qui sont pour rejoindre cette école, évidemment, comme c'est une école agréée par le ministère, ces programmes sont habilités par le ministère. Bachelor, c'est licence, master, c'est master. Et donc, l'école est ouverte aux bacheliers pour les bachelors scientifiques, mais pas que. Les bacheliers économie-gestion également, donc pour l'administration des affaires, peuvent rejoindre cette école. شنو اللي يتقريو فيه exactement في l'école هذه parce que ça m'intéresse على الاخر bien que le sujet نتاعنا c'est la présentation mais l'approche elle est très intéressante c'est School of AI نتاع من اخره باش نجي je me spécialise dans l'intelligence artificielle il y a uniquement ça alors c'est pas donc quand on dit école de l'IA le but c'est pas de former des experts en IA au sens des chercheurs en IA dans des algorithmes qui sont très prisés. Mais l'IA, pour nous, c'est une technique qui va s'imposer dans tous les métiers. Donc, je vais en parler en ce qui concerne le futur des métiers. Et donc, notre vision, il se peut que l'école sorte prochainement des experts de l'IA, mais nous voulons plutôt insister sur le fait que nous allons former dans le domaine pour l'industrie, pour le secteur de la santé, pour l'administration des affaires, des cadres qui maîtrisent à la fois le métier dans ces trois secteurs, croisés avec l'usage de l'IA. D'accord. Quel le type de matière نقراوهم في البستيني? Évidemment, il y a les fondements de l'IA, donc il y a les fondements de l'IA maintenant, les mathématiques, donc les mathématiques de base. En plus, maintenant, les techniques de l'IA, l'apprentissage machine, l'apprentissage profond. Évidemment, en mettant le focus sur l'usage avec des techniques, des cours proposés par les meilleures universités, y compris américaines, parce que nous offrons à tous nos étudiants la plus grande plateforme de contenu qui est Coursera. Nos enseignants également, qui sont la plupart d'entre eux sont, d'ailleurs je dirais d'entre elles, parce qu'elles sont en majorité du genre féminin. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Et qui sont très jeunes et qui sont formés, qui ont fait leur thèse autour de l'IA. Le but, c'est d'amener des projets concrets autour de l'IA sur la base de données. Parce que finalement, l'IA, c'est quoi? Donc, c'est un peu faire parler les données, avoir des données, essayer à travers l'apprentissage machine ou l'apprentissage profond de sortir quelque chose d'intelligent qui aide à prendre des bonnes décisions. Très bien, excellent. حكيت انت قلت l'IA في الدومين de l'industrie, في الدومين de la santé. Effectivement, توا هو من قبل التكنولوجيا نقولوا لي transversale, elle touche à beaucoup de secteurs. لكن jamais on a parlé de l'impact de la technologie partout. Tous les secteurs d'activité الموجودين توا قد البيريود هذايا justement à cause / grâce, ça dépend du point de vue de chacun, à l'IA, donc l'intelligence artificielle. كتنجم تبدأنا تحكينا على le contexte général et les بديت بها la présentation تاعك concernant les futurs des métiers avec l'IA. Absolument, donc un s'accorde à dire, bon maintenant comme vous venez de le dire, qu'il y a des transformations profondes dans le monde. Qui impacte plusieurs domaines. Le domaine géopolitique avec la guerre actuellement donc, entre la Russie et l'Ukraine, mais également la guerre froide entre le bloc chinois et le bloc américain ou le bloc occidental. Mais également donc, ça impacte
les économies en général, la société, l'environnement. Donc, c'est des transformations de plus en plus rapides. Et puis, sur le plan technologique, elles sont induites par ce qu'on appelle les NBIC, donc un acronyme anglais. Ça veut dire qu'il y a la convergence de 4 domaines technologiques qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information, c'est le I, et les sciences cognitives. Et donc, cette convergence est en quelque sorte le moteur un peu des transformations technologiques actuelles. Et on a assisté récemment, avec notamment la pandémie de Covid-19, à une accélération de cette transformation, à telle enseigne qu'un vaccin a été mis au point par Pfizer en un temps record. Avant, on mettait au point un vaccin en l'espace de 20-30 ans, en 2 ans. Donc, il y a eu, et tout ceci grâce justement à ces techniques de l'IA, entre autres. Et évidemment, ceci amène à penser, parce que derrière, quand on dit technologie, l'homme et la société sont toujours au centre, au cœur des préoccupations. Et la principale problématique qui se pose pour l'homme et la société, c'est la problématique de l'emploi ou bien du futur du travail. C'est ça la problématique que j'ai abordée à l'occasion de plusieurs présentations. Et justement, في البرزنtation, حكيت على vers une société 5.0. كثروا les versions. Voilà. 1.0, 2.0. شنو هي la société 5.0? في الحقيقة, bon, donc quand on revient à l'histoire de l'humanité, Homo sapiens, donc le premier homme qui est apparu sur Terre avec un cerveau humain, donc à réfléchir, c'était il y a 100 000 et 200 000 ans. Et à l'époque, cet Homo sapiens, il a passé sa vie en coexistence avec la nature, en tant que nomade et chasseur-cueilleur. Le seul métier qu'il exerçait, c'était de chasser pour manger et de cueillir un peu les fruits qui poussaient naturellement dans la nature. On a commencé à parler de la société agraire, ça veut dire la découverte de l'agriculture, il y a 13 000 ans, 15 000 ans, 13 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était la première société donc agraire. L'agriculture était la principale activité humaine. Et cette société a perduré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle de notre ère, où on a parlé de l'apparition de ce qu'on appelle la société industrielle, dans sa première version, avec l'avènement de la machine à vapeur, de la mécanisation, etc. Et à la fin du siècle dernier, du XXe siècle, on a commencé à parler de la société de l'information, avec la prédominance des technologies de l'information. L'Internet notamment. De l'Internet notamment. Et puis, depuis le XXIe siècle, une vingtaine d'années, on parle de Smart Society, moi je dirais société des intelligences, toute intelligence confondue, y compris l'IA, mais les autres formes d'intelligence humaine. D'accord. Et donc là, vous pensez que nous allons vers un nouveau type de société? Absolument. Donc, ce qui est nouveau un peu dans cette révolution industrielle, par rapport aux anciennes, il faudrait savoir que la problématique de l'emploi a été traitée par des grands penseurs, économistes et autres, depuis Adam Smith, au XVIIIe siècle, le père du courant libéral. Mais pour ne pas rester dans ce courant libéral, je citerai Karl Marx également, donc a étudié un peu le travail, Émile Zola, qui est un grand écrivain, dont l'œuvre phare c'est Germinal, le travail dans les mines, et plus récemment évidemment Keynes, qui est le chantre de la régulation économique. Alors tous ces grands penseurs se sont penchés sur l'impact du progrès technique sur le travail humain. Et mais vous me diriez, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, derrière chaque progrès, il y a un travail humain. Ce qui est nouveau actuellement, c'est qu'avant, donc, l'impact sur le travail, ça touchait plus les emplois manuels, les ouvriers dans les usines, qui sont remplacés soit par des machines et plus récemment par des robots. Maintenant,
on assiste avec l'émergence de la data, du numérique, de l'intelligence artificielle, un nouveau phénomène qui est que les cadres supérieurs, les emplois qualifiés sont également impactés par l'actuelle révolution industrielle. Donc c'est la fin du clivage manuel-intellectuel. Et donc des emplois, y compris très qualifiés, peuvent être impactés par l'intelligence artificielle. Les ouvriers seraient remplacés par des robots dans les usines, mais les cadres supérieurs pourraient être remplacés par des algorithmes dans les bureaux. D'accord. Et c'est ça qui a ravivé le débat autour de cette problématique récemment sur l'impact de la révolution en cours sur le futur des métiers. Et c'est pourquoi vous pensez la société 5.0. Absolument. Justement, femme a une autre évolution. Elle est تابعة à l'industrie. On a parlé de différentes industries. يوصلنا آخر ما سمعنا c'est l'industrie 4.0. وفجأة بدأت une autre notion. C'est l'industrie 5.0. قبل ما نحكيو على l'industrie 5.0, on dirait que la société ماشي encore avec l'industrie. معناها par différentes versions. حكينا على société 5.0 حتى l'industrie وصلت لها. قبل ما نحكيو على l'industrie 5.0, خلينا نرجعوا rapidement على l'historique زاد نتاع l'industrie. هنا هي ال 1.0, هي 2.0, هي 3.0 وهنا هي ال 4.0 اللي مازال اصلا تونس ما وصلت لهاش. وبدينا نحكيو على 5.0. دونك خلينا نرجعوا على l'historique تاع l'industrie. L'histoire des révolutions industrielles, qui m'a dit que le secteur industriel, il est récent, très récent, donc ça date du XVIIIe siècle. Donc l'industrie 1.0, c'est l'ère de la machine à vapeur, de la mécanisation. Donc l'industrie 2.0, c'est la fin du XIXe siècle. Donc on a passé un siècle pour atteindre la deuxième révolution industrielle. Elle a été tirée par l'électricité, donc l'énergie électrique, le pétrole, entre autres, comme source d'énergie avec la production d'électricité. L'industrie 3.0, c'est le XXe siècle, donc au milieu du XXe siècle, avec l'avènement de l'automatique dans les chaînes industrielles, l'automatisation de la production industrielle. Et on a commencé à parler de l'industrie 4.0 uniquement en 2010. Donc il y a à peine 12 ans. Ce qui est nouveau dans l'industrie 4.0 par rapport aux anciennes révolutions industrielles, en deux mots brièvement, c'est avant on était dans une logique comme modèle économique de production de masse, sans se soucier aux clients. Donc il y avait une barrière pour faire de l'investissement dans l'industrie. Il faut des économies d'échelle pour avoir la rentabilité. Ce qu'on appelle c'est les cassarones. On ne pouvait pas concevoir une industrie à petite échelle. Avec ce qu'on appelle le taylorisme. Ce qui se passe chez nous, l'exemple des usines de la loi 72, c'est un exemple de la fabrication en série. Et donc c'était une sous-traitance. C'est la façon Ikea, c'est un truc comme ça industrialisé, c'est les cassarones. Ça veut dire qu'avant la logique industrielle était concentrée sur le produit, mais pas sur le consommateur. Ou plutôt sur le coût, réduire le coût. Oui, mais derrière il y a une logique de performance, réduire les coûts, mais une logique de produit. Et le client n'avait pas le choix. À mon époque. Vous étiez très jeune, j'ai vécu dans les années 60, 70. J'étais enfant, adolescent à cette époque. Sur le marché, on n'avait pas beaucoup de marques. Il y avait une seule marque de yaourt, une seule marque de shampoing. Quand on trouvait une seule marque de chocolat, et à l'époque, c'était des sociétés monopole de l'État qui les fabriquaient. Et donc, vous voyez un peu donc, le bond réalisé entre 70 et les années 90, où il y a donc une libéralisation de certains secteurs, le désengagement de l'État, une concurrence. Et là, c'est la logique, elle est plus tirée par le client. C'est les clients, in fine, qui choisissent son produit. Et donc, on peut dire que l'industrie 5.0, c'est alors, plus l'industrie orienté... 4.0, contrairement à la logique de fabrication de masse, on parle de personnalisation. On parle même de personnalisation de masse. Ça veut dire on fabrique le produit
selon les besoins du client. La customisation. Absolument. Et souvent, parfois, l'ordre du client précède la fabrication, qui se fait en flux tendu avec la chaîne logistique en temps réel. Mais là, dans ce cas-là, l'industrie 5.0, c'est quoi? Alors, l'industrie 5.0, donc, l'industrie 4.0, c'est un peu les chaînes cyberphysiques, l'Internet des objets, donc une logique tournée vers une production avec l'ordre des clients. L'industrie 5.0, donc, elle intègre le fait qu'il y a, à côté de l'intelligence des machines, Ouais. il y a quand même l'intelligence humaine. Hein. L'homme ne va pas disparaître, heureusement. Et on parle plus de collaboration homme-machine. Ça veut dire qu'il y a une période où il va y avoir... Avant, la machine et l'homme étaient complémentaires, mais ne collaboraient pas. Le travail humain était complémentaire à celui de la machine. Maintenant, l'industrie 5.0, c'est une industrie dans laquelle l'homme interagit avec l'intelligence des machines. D'accord. في البريزونطاسيون. Alors l'industrie 5.0, ça date de 2020. Ouais. Il y a 2 ans à peine. في البريزونطاسيون نتاعك à certains moments حكيت على حاجة هو سي ان تيرم ما نقولش il m'a choqué mais c'était un petit peu نتاع en fait الكلمة هو قال useless people. Et du coup, avec cette nouvelle forme de technologie, on va parler de plus en plus de personnes useless, inutiles. Donc, imaginez قوة الكلمة شنو هي وعلاش وكيفاش بعد البوز هنا راجعين. ديجي كلوب. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب معنا سي محمد ناصر عمار اكس مينيستر دي تكنولوجي بروف يونيفرسيتير تبارك الله عنده بليزيور كورد à son arc نحن باش نحكيو معاه على الكارير نتاعو من بعد ولكن توا on se focalise sur l'histoire نتاع l'IA نتاع l'évolution justement de l'industrie, l'évolution نتاع les sociétés. On a parlé de la société 5.0 maintenant, au sein de توا l'industrie 5.0 aussi grâce à cette IA là. Et ظهر un terme يخوف useless people. ناس كيفاش نقولوها باللغة العربية؟ ناس ما عندهم حتى نفع. خلينا نقولوا بالدارجة ما عندها حتى نفع. مع اللي فما ناس اللي ما عندهم حتى نفع. في الحقيقة كما عرشت قبل ce qui est nouveau avec ce qui se passe actuellement dans le monde en termes de révolution technologique, فما 3 phénomènes. D'abord, que l'automatisation commence à toucher des emplois qualifiés, ce qui ne se faisait pas avant. Des cadres supérieurs qui sont menacés. Deuxième, donc, ce qui annonce comme deuxième phénomène la fin du clivage physique-cognitif. Avant, donc, c'était le travail physique qui était plus impacté par la robotisation, l'automatisation, le travail manuel. Et le troisième phénomène, c'est l'étendue du secteur d'activité. Il n'y a pas un secteur d'activité humaine qui ne soit pas impacté par ce qui se passe actuellement. Et donc le débat actuel, il est très controversé. Hein. Il y a grosso modo 2 courants. Un courant qu'on pourrait qualifier de pessimiste, pour ne pas dire de gauche, avec beaucoup de chercheurs, d'essayistes derrière, hein, donc des grands noms américains, des grandes universités américaines entre autres, qui évoquent un peu que le travail va se raréfier avec l'avènement des machines intelligentes. Et on va assister au remplacement progressif un peu du travail humain par des robots dans les usines et par des algorithmes dans les bureaux. Ça veut dire que ce n'est plus la faute de l'humain, donc on va produire les biens et les services majoritairement grâce à des machines, ce qui présente un grand risque de chômage de masse. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, le comptable, il fera partie de useless people? Donc c'est un travail, je vais parler des métiers en risque, c'est un métier qui présente un très grand risque de disparition. Donc, je vais citer le critère pour ça. D'accord. Mais l'homme inutile, en fait,
Ça renvoie donc un peu à la théorie de Malthus, Malthus, qui est un économiste, qui a dit que pour qu'il y ait une production de ressources pour nourrir toute l'humanité, il faut qu'on agisse sur la démographie. Là, c'est un peu la même problématique. Ça veut dire le travail ne concerne plus tout le monde et que donc c'est pas, on risque de ne pas trouver du travail. C'est pas parce qu'on n'a pas la bonne formation ou on n'est pas qualifié pour, mais tout bonnement parce qu'il y a une machine qui le fait à notre place de façon plus performante. C'est ça la notion derrière. Et d'ailleurs, il y a un courant politique derrière. Si vous vous rappelez l'élection présidentielle fait France en 2017, il y avait le candidat du Parti socialiste à l'époque, Benoît Hamon, qui a annoncé dans son programme la taxation des robots pour financer un revenu universel pour les laisser pour compte à cause de cette automatisation un peu progressive. Et c'est une idée qui est proposée par des grands penseurs économiques, mais pas uniquement à gauche, parce que je crois que Bill Gates et Elon Musk adhèrent à cette idée de revenu universel en quelque sorte, pour que l'homme puisse avoir un revenu pour subsister, parce qu'il ne va pas trouver de l'emploi. Vous ne pensez pas si Nasser a laissé un peu un débat hypocrite de Bill Gates et Elon Musk وقمة النفاق من عندهم هما هذوما اثنين اللي هما qui sont en train de pousser à une vitesse grand V à l'utilisation et l'adoption de l'IA. نذكروا l'IA موجودة في الكرهة نتاع إيلون ماسك Tesla, la voiture automatique. Et donc en même temps يجي يتشكى ويتبكى plutôt مش يتشكى يتبكى خايف على العباد l'humanité مش قمة النفاق. Oui, donc ça c'est un avis personnel. Là, maintenant, je suis en train de décrire les courants, donc un cas de part et d'autre, parce que de l'autre côté, effectivement, donc Elon Musk et Bill Gates, autant ils rejoignent ce courant pessimiste, ils sont dans le courant libéral par ailleurs, parce que l'autre courant, à l'autre extrême, c'est un courant qui épouse un peu la théorie de Schumpeter, un grand économiste autrichien du milieu du XXe siècle, qui dit grosso modo que derrière chaque progrès technique, il y a de la destruction créatrice. Ça veut dire que on détruit des emplois, mais on arrive à en créer un plus grand nombre de nouveaux emplois. Et ça, c'était vrai pour toutes les révolutions industrielles antérieures. Ça veut dire chaque révolution détruit des emplois, mais crée un plus grand nombre de nouveaux emplois. Et donc, ce qui a permis au travail de continuer à croître, donc avec la croissance économique. D'ailleurs, ce courant libéral, il cite comme exemple certains pays, comme l'Allemagne notamment, la Corée du Sud, qui sont des pays où il y a le plus grand taux de robotisation dans l'industrie, où il y a le plus faible taux de chômage. Donc, ça veut dire que cette industrie 4.0 n'a pas tout à fait détruit, comme l'annoncent les pessimistes, les emplois. Maintenant, donc, si on sort un peu de cette dialectique ou de cette controverse, c'est des idées, c'est des idéologies, et qu'on met qu'on met le focus sur des études sérieuses. Il y a des études sérieuses faites par des recherches sur des longues durées, sur ce qu'on appelle les emplois en risque. Donc, dont notamment une étude menée à Oxford University, qui a étudié plus de 700 métiers sur une longue période et qui a fait une prospective à l'horizon 2035. Donc, elle a considéré dans chaque métier les tâches et quelles sont les tâches susceptibles d'être automatisées, remplacées par la machine au sens large du terme. Et donc cette étude, la conclusion est édifiante, parce que là, c'est une étude sérieuse, c'est pas de l'idéologie. Elle dit qu'il y a 50% des métiers qui sont menacés, ça veut dire qui présentent une probabilité très forte d'être automatisés à l'horizon 2035. Comme les télémarketeurs qui sont remplacés par des chatbots actuellement, comme les caissiers, les caissières, les comptables,
Donc, useful people. Voilà, donc demain, donc ils doivent se reconvertir. Il n'y a plus de caissiers. On ne doit plus former des comptables. Donc la machine peut traiter des données comptables de façon plus performante qu'un comptable être humain. D'ailleurs, cette étude a été étayée par des grands cabinets connus dans la stratégie, comme Roland Berger en France, en Europe, qui a étudié les 185 métiers dans l'industrie et qui présente des résultats similaires. Il dit que 50% des métiers dans l'industrie présentent un fort risque d'être automatisés. Et donc, ça, c'est des études étayées sur l'historique un peu des métiers, sur l'évolution, les tendances actuelles et les tâches. D'ailleurs, c'est pour ça que dans chacune de mes présentations, je parle du futur des métiers et non des métiers du futur. Pourquoi ? Parce que tout bonnement, actuellement, donc, si vous regardez le réseau LinkedIn, les métiers les plus prisés dans le numérique autour de la data, donc, j'en passe, data scientist, data architect, data analyst, expert IA, etc. On en parlait très peu, voire on n'en parlait même pas il y a 10 ans, 15 ans. Donc justement, la question... Alors, ce qui fait dire que à l'horizon 2030-2035, on ne connaît pas les métiers. Non. Mais on connaît les tendances en matière d'évolution de métiers, mais on ne connaît pas les métiers qui vont émerger. Nous vivons dans une époque où les عارفين فما des métiers باش يموتوا. Absolument. لكن تجي تقول له يلزم تعمل reconversion يقول لك باهي reconvertir en quoi تقول له ما نعرفش. لا. Alors, maintenant, donc, face au métier, on doit parler compétences. Donc, on ne raisonne plus métier, on raisonne compétences. La question qui se pose pour les jeunes, donc, les jeunes de la génération Z actuellement, ou Alpha dans le futur, Alpha, donc, qui sont nés dans les années 2010-2015, qui auront 20-30 ans à l'horizon 2040, il y a une façon de sortir un peu de ça. Au lieu de, à défaut de connaître ou d'avoir une boule de cristal pour élire les métiers du futur, on doit parler de compétences nécessaires à l'être humain pour être prémuni contre les changements de plus en plus rapides et brusques dans un monde complexe. Sinon, ça peut être تفسرها لي بلغة plus humaine. دبعني أعطيني un exemple. Voilà. Par exemple, عندي الانجي سونتي انا نتاع الحلقه هذه درصاف يظهر لي توا تحيه لدرصاف قرطبي. Si demain je trouve une solution d'intelligence artificielle, اللي هي c'est vrai, cette solution là ne va pas brancher في بلاصه درصاف le micro, ولكن quand même هي باش تعمل لي الريغلاج تاع النيفو اوتوماتيكمون تاع الميكرو, هي l'intelligence artificielle باش تعمل لي le montage et le mixage وتزيد الموسيقى d'accompagnement, etc. etc. c'est ça l'IA. باهي et encore معناها grâce à ça نولي نجم انا نبرانشي وحدي الكابل ونجي نحل الميكرو نبدا نحكي et j'aurai plus besoin d'un ingé son. Et donc واحدة كيما درصاف كي تسمع الابيزود كيما هكاك شنو يلزمها تعمل باش تقولك خليني الوب دو 2030-2040 نكون توجور مش من جماعة اليوزلس بيبل ونقعد بطال. شنو يلزمها تعمل؟ سي كوا لو مود اوبيراتوار لو فونكسيونمون؟ Voilà, donc en matière de formation, donc on parle davantage de compétences. Donc on passe d'une ingénierie de la formation à une ingénierie de la compétence ou des compétences. Et donc, l'un des critères discriminants, si on décompose un métier par des tâches, donc les tâches qui présentent un plus grand risque d'être remplacées par des robots ou des algorithmes, c'est les tâches répétitives, ce qu'on appelle la routine. Les informaticiens le disent d'ailleurs, si vous faites la même tâche 2 fois de suite de la même manière, il faudrait savoir que la 3e fois, c'est un algorithme ou un robot qui pourrait la faire à votre place plus rapidement et de façon plus efficiente. Et donc, l'intelligence artificielle va s'introduire dans les métiers pour se substituer aux tâches répétitives. Et quand j'ai dit répétitif, ça ne veut pas dire forcément simple, y compris complexe, que l'être humain n'est pas capable de faire à l'échelle un peu du temps humain. Et donc, la routine, c'est le mot-clé pour les jeunes.
Et donc, face à la routine, ça voudrait dire que la routine, maintenant, elle ne touche pas uniquement le travail manuel, hein, comme ajuster un micro, ou bien être soudeur, etc. Ça touche également les emplois qualifiés. Il y a un métier qui était très prisé, qui nécessitait une forte qualification en maths au début des années 2000, ce qu'on appelle les traders dans les grandes banques, ceux qui font des transactions dans la bourse, etc. Et donc, c'est des métiers qui nécessitaient de très grandes qualifications en maths. Il y avait des masters, l'un des plus connus que je pourrais citer, c'est celui de Nicole El-Karoui, qui est prof à l'école polytechnique. El-Karoui, marié tunisien, que j'ai eu comme prof à l'école polytechnique. Elle avait le master le plus prisé parce qu'elle formait des jeunes avec des mathématiques appliquées de très haut niveau pour attaquer ces métiers. Mathématiques appliquées à la finance, au trading, aux transactions. Ce métier est en train de disparaître aussi avec l'avènement de ce qu'on appelle le trading électronique à haute fréquence. Je cite un exemple, donc une très grande banque d'affaires, Goldman Sachs, elle comptait 600 traders au pic au début des années 2000, elle n'en a gardé que 2. Alors, c'est les logiciels qui ont... Voilà, elle les a remplacés par des ingénieurs qui ont conçu des algorithmes de l'IA. Et ces algorithmes font de trading haute fréquence, elle les a licenciés. Il n'y a plus de traders. Donc, je ne sais pas, peut-être ils se sont reconvertis, mais je veux dire, le métier de trader au sens classique, donc, ce qu'il faisait au début des années 2000, il est remplacé par des algos conçus par des ingénieurs IA. Mais justement, le métier de data scientist, nous les experts techniques. Alors, en termes de compétences, maintenant, puisqu'on va parler de formation, donc, surtout, moi, j'évoque un peu l'école de demain. Parce que, donc, la problématique concerne effectivement les jeunes comme vous qui ont partie de la génération Y. Moi, je fais partie des baby boomers, génération des années 50. Et donc, parlons de formation. Donc, il y a l'impact de tout ça, c'est une refonte à la fois de l'école, du système de formation et du système d'enseignement supérieur. L'école, depuis l'école de base, depuis l'école primaire. Ça veut dire qu'il faut penser à une refonte de l'école pour que les gamins soient armés pour affronter ce monde, d'ailleurs qui qualifie de VUCA en anglais, un monde dit volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, dans cette formation, on met l'accent davantage sur les compétences nécessaires pour affronter cette complexité du XXIe siècle. Alors, les compétences sont certes scientifiques et techniques, ça reste, mais ce n'est pas suffisant. Donc, avoir des qualifications scientifiques et techniques, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant, puisque j'ai parlé des traders, des comptables, des traducteurs, des métiers qui risquent de disparaître, qui sont remplacés par l'IA. En face, il y a des compétences dites empathiques. Empathique, ça trait un peu à l'être humain. Et que la machine, pour le moment, ne maîtrise pas. Quand je mets une machine face à un Walid, elle n'est pas capable de lire dans les yeux l'émotion que tu dégages, donc une certaine sensibilité. Et là, c'est des compétences humaines, on parle d'intelligence humaine, d'intelligence sociale, que la machine, pour le moment, n'arrive pas à reproduire. Donc, en clair, les métiers qui croisent les compétences empathiques et les compétences scientifiques et techniques poussées, c'est les métiers qui sont les plus prémunés contre les changements futurs. En d'autres termes, si moi, je suis dans un métier créatif, absolument, la machine a encore des limites. Pour le moment, on ne sait pas. Oui. Il y a toujours de l'avenir dans le métier. Il y a de la créativité, il y a du design, il y a donc l'intelligence humaine. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un peu
trop simpliste de penser que l'intelligence de la machine a dépassé l'intelligence humaine. Vous pensez? Ouais. Donc l'intelligence artificielle, le mot intelligence dans l'intelligence artificielle, il renvoie à quelque chose de faux. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Parce que finalement, c'est quoi l'intelligence artificielle? On ingurgite un grand nombre de données, on demande à la machine de reproduire. Donc, ce qu'on appelle l'apprentissage massif ou l'apprentissage profond. Il faudrait savoir qu'un bébé, à la limite, à l'âge de 3-4 mois, il est capable d'un coup d'œil de distinguer un chat d'un chien. La machine, pour qu'elle puisse la faire la même chose, il faut des millions et des milliards d'images pour qu'elle puisse le faire. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est pas, ça ne renvoie pas à la forme de l'intelligence humaine qu'on acquiert de façon spontanée avec la conscience, etc. quoi. Donc, pour revenir à l'exemple d'Adrsaf, c'est que le travail à l'ingé son mécanique classique, c'est l'intelligence artificielle qui pourra le remplacer, mais faire le choix artistique, je garde cette séquence, j'enlève cette séquence-là, absolument. Parce que le contenu يتماشى أكثر. Avec l'intelligence artificielle ne pourra pas le remplacer. Donc il y a derrière l'impact, parce que vous faites ça pour qu'il y ait l'écoute, un impact sur ceux qui vont regarder les podcasts. Ceux qui n'écoutent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes yeux. Donc il y a de l'humain et donc il y a un regard sur l'impact émotionnel de ce que vous faites. Et là, la machine n'est pas capable de faire. En d'autres termes, كانت الخدمة نتاعك اللي ريبيتيتيف وقاعد في مرتاح ما تحبش تعمل تشالنج تاع كرياتيفيتي راهو حضر روحك la machine va te remplacer. معناها you have to outsmart the machine. Paradoxalement, en second lieu, les métiers dits empathiques, où il y a plus de la compétence empathique, mais pas nécessairement une qualification scientifique et technique poussée, sont également prémunis. Par exemple, l'aide à la personne, les infirmiers, les infirmières. Tout ça, pourquoi? Parce que on n'arrivera jamais à avoir un robot qui puisse un peu comprendre, interagir. Tous les métiers qui ont une interaction, une proximité avec l'être humain sont hors de portée un peu de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il arrivera un jour, mais ça serait trop coûteux de penser à un robot qui arrive à comprendre les besoins d'un patient pour lui donner le médicament au bon moment, ou bien pour le piquer avec une piqûre, ou bien de lire un peu dans ce qu'il exprime le besoin. D'accord. Et du coup, je me pose la question, la loi 72, elle est Tunis تفتخر بها على خاطر c'est une destination فيها la main d'œuvre elle est pas chère. اللي تنجم تلقى عاملين وعاملات يعاودوا نفس التكنيك نوتامون في المصانع نتاع يجيو عنا وهاي زاد طاح الدينار ونحن قراب في الترانسبور لوروب يجيو عنا برك. Et ben finalement avec cette intelligence artificielle نحن وين ماشيين؟ Est-ce que cette loi 72 elle sera toujours valable? Je crois que c'est Nasr. Et donc, parce que dans tout ce que j'ai raconté, j'ai parlé de ce qui se passe dans le monde développé, parce que le monde est partagé en deux. Il y a les pays développés et les pays en développement de l'autre. Alors, les pays en développement ont longtemps vécu avec la logique de rattrapage industriel. Alors, en matière de rattrapage industriel, comme la loi 72 chez nous, il y a des pays plus ou moins avancés. Les pays les plus avancés, la Chine et l'Inde. Non seulement ils ont pu copier rapidement ce qui se passe dans le monde occidental, ils sont arrivés à un stade où ils maîtrisent la techno, où ils passent un peu donc à une phase de production industrielle. Maintenant, donc, le nouveau paradigme économique avec l'industrie 4.0, c'est que il est hors de question de rester dans cette logique de rattrapage industriel. D'ailleurs, actuellement, si vous regardez les politiques économiques industrielles, politiques publiques, qui est en France et partout, on parle de redéploiement industriel. Ça veut dire que la logique de sous-traitance qui a longtemps dominé la globalisation avant, comme quoi donc on fait de la R&D, par exemple en France ou en Allemagne, et on sous-traite la partie productive de masse dans des usines tirées par le coût de la main-d'œuvre.
n'a plus lieu d'être, puisque le modèle économique de l'industrie 4.0 n'est plus tant sensible aux économies d'échelle. On peut faire de la fabrication en France et en Allemagne avec des coûts compétitifs, indépendamment du coût de la main-d'œuvre. Ce qui amène les pays en développement à repenser, à sortir un peu de cette logique de rattrapage industriel et à aller vers carrément l'industrie 4.0, l'industrie 5.0, de trouver une niche pour pouvoir produire, sachant que avec cette forme d'intelligence offerte par le numérique, les barrières ne sont plus insurmontables comme avant. En d'autres termes, les pays, notamment notre pays, il un peu la stratégie ou la politique de la loi 72, il est à côté de la plaque. Absolument. Donc c'est un reformatage complet qui doit être fait, non seulement à l'industrie, mais à la bête à la khater. توا اي مصنع يقول لك ثاني نحل لنا في الريجون باريزيان ولا ما نعرفش وين في سود لا فرانس لي روبو بلوس ليا امور هانيه وحتى في دو ترونسبور ارخص من ان نعديها بالباتو من تونس. Avec le coût de l'énergie. Avec le coût de l'énergie نطفي المعمل ما فيهاش عباد تخدم طفي عليا المعمل بقى الكونسنتراسيون نستعمل سورتو توا avec le réchauffement climatique توا عندهم plus de jours ensoleillés في فرنسا donc ils peuvent exploiter ça. En d'autres termes si j'ai bien compris بلاد كيما تونس لازمها c'est pas uniquement le ministère de technologie, c'est le ministère de technologie, c'est وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي وحتى الفورماسيون وحتى l'éducation تاع السيكوندير الكلهم لازم يقعدوا مع بعضهم pour trouver la nouvelle stratégie d'État par rapport à cette invasion خلينا نقولوا de l'intelligence artificielle على خاطر finalement مش رواحهم مش على برا بركة أكثر من على برا بركة. نحن on va marquer une petite pause وباش نرجعوا بعد البوز باش نحكيو pour terminer déjà par rapport à cette histoire de l'IA ou la présentation اللي عملتها et on va passer من بعدها باش نحكيو على الكارير نتاعك شنو عملت في الكارير نتاعك في تونس notamment à la tête du ministère des technologies même si c'était une toute petite parenthèse d'une année. هنا راجعين. ديجي كلوب. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في خباتي من الانترفيو مع سي محمد نصر عمار. عنده plusieurs casquettes. مش نحكيو على هالكارير نتاعو تبارك الله لكن on va essayer de clôturer la partie عالية على خاطر عملت انت une présentation باش حكيت فيها على الفيتور نتاع لي ميتيي في à l'ère de l'intelligence artificielle. Si on peut faire donc la conclusion de tout ça. حسب رايك qu'est-ce qu'il faudra conclure de tout ça? Quelles sont les recommandations تاعك انت؟ Les recommandations, quelles sont les leçons à tirer pour notre pays? Pour notre pays, surtout pour la Tunisie pour et les pays en voie de développement en général. Donc, les pays en développement. Conclusion, quand on regarde les problèmes du pays, on a tendance à penser la Tunisie comme si c'était une grande nation très peuplée, qui m'a Masr, qui m'a Algérie, qui m'a Sine, on se compare, etc., qui m'a les États-Unis, etc., alors que nous ne représentons à peine que 0,15% de la population mondiale. Eh oui. Et c'est une chance. C'est une chance à l'èche. Les problèmes ne se posent pas avec la même acuité que dans un pays très peuplé. Nos problèmes ne sont pas les problèmes de l'Égypte, ni le problème de notre voisin algérien. Et quand on regarde un peu l'histoire des pays développés, donc ce que j'ai brossé en fait, c'est des tendances mondiales. Alors dans les tendances mondiales, il y a des singularités, ça veut dire des pays qui, sans remettre en question la loi des grands nombres, même s'ils ne sont pas très bien peuplés, arrivent à se trouver une voie, un chemin vers le développement. Je citerai en exemple les pays scandinaves ou Singapour. Et donc, c'est une chance pour la Tunisie que de compter
que 12 millions d'habitants, avec une situation géostratégique intéressante en Afrique, en Méditerranée, une ouverture vers l'Europe. Et donc, à mon avis, la leçon à tirer pour ça, pour les générations futures, je ne vais pas remuer la clé, remuer le couteau dans la plaie pour le passé, c'est ce qui urge un peu, c'est d'engager une refonte en profondeur du système éducatif. Quand j'ai dit système éducatif, ça inclut l'école, mais également la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, pour aller justement donc cette nouvelle ingénierie des compétences pour doter les générations futures des compétences qui puissent les armer contre les défis du futur. Et donc c'est de trouver une voie un peu, donc cette singularité. On ne peut pas avoir l'industrie de l'Allemagne ou la Haja, mais on peut se trouver une niche, une vocation. Donc l'argent en fait l'éducation. En fin de compte, c'est la base, la formation, c'est la base, c'est les compétences. انت معاه ولا ضد ان نقريو l'intelligence artificielle ممكن غانا ساوند كليشيه كما يقولوا نقريو من الابتدائي les notions de base dans l'intelligence artificielle. On devait savoir que à la base de l'intelligence artificielle, il y a des compétences scientifiques avérées. Et les mathématiques ou le calcul et le codage. D'accord. Et ça, on ne doit pas attendre que le jeune ait 20 ans pour l'attaquer. Si j'ai un enfant. Maintenant, donc il y a des langages adaptés. D'ailleurs, j'annonce, je ne fais pas de la publicité. Donc à Pristini, nous allons organiser, donc, au mois de juillet prochain, une école d'été pour les gamins, les lycéens, les collégiens, pour les initier à l'IA. Ça c'est très intéressant. قداش مربي هكاك plus ou moins باش يعرفوا قداش plus ou moins قداش هكاك plus ou moins la date. Plus ou moins la date et plus ou moins قداش le budget اللي يسمع فيك يحضر من توا البودجي. Non, on va faire venir une professeure de Columbia University, donc c'est à travers le centre Columbia Global que nous avons le lien, une dame qui s'est spécialisée dans l'initiation des gamins à l'IA. D'accord, très bien. Et donc, si je suis un parent, on va نسمع نتكلم Pristini. Là, ça sera annoncé en temps opportun quand la date et les conditions sont fixées. D'accord. Et donc, il y aura une summer school pour justement vulgariser l'IA pour les gamins. شنو l'adresse كان عندك l'adresse de contact? La page Facebook, c'est Pristini. Pristini, Pristini. Très bien. Et vous allez avoir toutes les informations. Si Mohamed Nasser Ammar, انت معروف في السيكتور من القدماء نتاع التكنولوجيا في تونس. Mais en fait, vous avez fait votre carrière, قريت déjà في l'école des mines à Paris Tech, c'est ça? Avant l'école des mines, قريت في l'école polytechnique de France. Oui. Et donc je suis parti avec le bac en 1976 في فرنسا. Donc vous l'avez obtenu le bac à في تونس en tout cas. في تونس, et l'ayant réussi avec mention, j'ai eu droit à une bourse de l'État pour partir faire ce qu'on appelle les classes préparatoires. À l'époque, l'IPEST ما كانتش موجودة. Donc l'élite كانوا يبعثوهم لفرنسا pour faire prépa. Et donc j'ai réussi le concours d'admission à l'école polytechnique. Au BAD, j'ai fait l'école des mines en tant qu'école d'application. Et j'ai continué à l'école des mines avec un PhD. بعد روحت لتونس. روحت لتونس في les milieux des années 80. C'était en 86 plus 86 précisément. Précisément. شو عملت exactement? Faut dire que l'année 86, pour les jeunes qui connaissent pas l'histoire, c'était une année critique c'était la fin de l'ère Bourguiba, donc le pays était en crise économique et sociale à l'époque. Et c'est 86, ça a coïncidé avec le premier programme d'ajustement structurel du FMI pour sauver le pays. Chose qui revient d'actualité en ce moment, paradoxalement. Alors, je suis rentré à cette époque. Qu'est-ce qui poussait quelqu'un donc bien diplômé à franchir le pas? À l'époque, on parlait de retour définitif. À l'époque, les gens de ma génération, les Qabli, ils étaient devant
la problématique, soit le retour définitif à l'époque, soit définitivement ça climate. Mais les générations qui me précédaient rentraient massivement pour le pays. Des diplômés des grandes écoles de France, c'est eux donc, qui ont pu construire un peu donc, la Tunisie post-coloniale, au niveau industriel, au niveau des équipements, pour ne pas citer des grands noms, donc, mais que je salue, Allah yarhamou Al-Haj Bokhtar Latili, l'un des premiers polytechniciens, Tijeni Cheli qui est décédé récemment, donc, qui a construit l'industrie, qui a construit l'API, et qui était justement à l'origine de la loi 72, qui se justifiait à l'époque, on ne peut pas dire. Et donc, Rawah El Tunis à une époque, parce que en mon fort intérieur, parce que c'était pas un choix rationnel, en mon fort intérieur, je me sentais plus attiré par servir mon pays que de rester à l'étranger. Donc, Rawah El Tunis, j'ai exercé un peu dans l'industrie pendant 4 ans. J'ai rejoint l'enseignement supérieur au début des années 90, en 1990. J'ai un grand parcours dans l'enseignement supérieur et plus précisément en relation avec les formations d'ingénieurs. Avec comme station l'IPEST, donc la prépa des grandes écoles. J'ai participé également à la commission de création de l'école polytechnique de la Marsa. Ensuite, j'ai pris en charge le SPTT qui a été transformé en Subcom, donc à la fin des années 90, Subcom Tunis à côté, que j'ai dirigé pendant de longues années. Et puis, j'ai fini ma carrière dans le public en tant que ministre des technologies de la communication en 2010. Parallèlement, j'ai ouvert une parenthèse privée au début des années 2000, en étant cofondateur d'un projet dans le privé, l'État comme le groupe Esprit. Donc à partir de 2011, quand j'ai fermé la parenthèse publique, j'ai rejoint Esprit, où j'ai exercé pendant, disons, une dizaine d'années. Depuis 2 ans, je suis sur un nouveau projet qui s'appelle Pristini. Donc, c'est un groupe intégré. C'est un groupe éducatif basé à Nouvelle-Sud parce qu'il y a une école, un collège et un lycée avec le modèle Cambridge anglais. Tout se fait en anglais. Et puis, une école universitaire autour de l'intelligence artificielle. Voilà, ça n'empêche que tu travailles avec les grandes écoles en France ou parallèlement à ma vocation, je suis membre de la commission des titres d'ingénieur. C'est la commission qui habilite les écoles d'ingénieurs en France. Je suis expert international. On me sollicite pour participer à des audits pour accréditer des grandes écoles en France ou ailleurs. ووزارة التعليم العالي ما كلموكش باش تعمل حاجة كيما هكا؟ Je suis actuellement, je reste depuis, je faisais partie de plusieurs commissions في التعليم العالي de réforme في تونس. D'accord. Et actuellement, je suis membre de la commission de réforme des études d'ingénieurs في تونس. Ah, ça fait mal, il y a une commission qui a travaillé sur ça. Eh bien, حاجة تفرح. سي محمد الناصر, il y a une petite parenthèse في الكارير نتاعك اللي أنا تعرفت فيها عليك على خاطر أنا لا ميموار نتاعي نتاع السيكتور تكنولوجيك ترجع 2007 2008 2009 على أول ما بديت THD, mais surtout وليت engagé أكثر في السيكتور ونمشي نحضر لي كونفيرونس دو بريس. c'était aux alentours de 2009-2010. ساعتها تعرفت عليك كوزير التكنولوجيا في الوقت هذاك. ce poste là كيفاش صارت النوميناسيون تاعك؟ Bon, c'est une question. Donc, j'ai pas l'obligation de réserve, je peux y répondre de façon simple. Je dirais que toute ma carrière au Rawah El Tunis était hors champ politique. Elle était davantage tirée par des grands projets. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas des idées politiques, mais j'estimais qu'à l'époque, il n'y avait pas un terrain pour agir sur le champ politique à l'époque. Depuis la fin des années 80, depuis 86 jusqu'à... Et par contre, puisque j'avais pris la décision de travailler le bled, on doit être acteur le bled,
Donc on pouvait agir hors champ politique en adhérant à des projets d'intérêt général à fort impact. Et quand tu vois le parcours il a été toujours dicté par ces grands projets de réforme du système de formation d'ingénieurs au début des années 90, l'installation d'une prépa d'excellence avec l'élite, l'IPEST, le Marsa, la formation des ingénieurs à l'école polytechnique, la formation d'ingénieurs en télécom à Subcom. Le projet Esprit, donc, qui s'est fait au début des années 2000, bien que ce soit le secteur privé. Et donc, c'est des grands projets auxquels j'adhérais parce que j'y croyais. Et puis le public, évidemment. Donc, quand il y avait la conjonction de plusieurs facteurs, évidemment, donc, on fait appel à moi pour participer à ces projets. Je disais toujours oui parce que j'y croyais. Donc, au début des années 90, c'était à l'époque des réformes initiées par le ministre de l'Éducation et des Sciences à l'époque, Mohamed Cherf, qui a été à l'origine de la réforme. À la fin des années 90, Subcom, c'était les grandes réformes de télécom, initiées par un ancien ministre, un grand bonhomme qui a fait beaucoup pour le secteur. Le professeur Ahmed Fria, donc, qui est à l'origine un peu du contexte actuel du pôle technologique, etc. C'est avec lui que j'ai pu reformer un peu Subcom. Voilà. Maintenant, comment j'étais nommé ministre, donc, être nommé ministre, c'était pas par choix. Donc, à l'époque, il faut aller dans le contexte pour préciser les choses. On ne vient pas vous demander si vous voulez devenir ministre. Vous êtes nommé. Vous êtes nommé, point. Donc, c'était donc l'unique occasion où je suis nommé et que ex-poste. Mais قبل ما نعرفوا نحن ما يعرف الببليك ولا كيفاش؟ Non, à l'époque, je ne savais pas que j'allais être nommé. Et donc, le jour même de la désignation du gouvernement, j'ai appris ça par le Premier ministre à l'époque, c'est Mohamed Ranouchi, que je respecte beaucoup, que j'avais connu dans d'autres sphères. Jean Kalmek Khalek. Voilà, donc Mabrouk, vous avez la confiance du président, vous êtes nommé ministre. À l'époque, j'étais directeur à Subcom. Et donc, ceci étant, donc effectivement, donc, autant j'étais surpris comme pas mal de gens, un peu de ma nomination. L'année passée au ministère, à la tête un peu de ce secteur, m'a permis de découvrir un peu donc. Quelles sont les grandes réalisations ولا الحاجات اللي عملتهم وانت فخور بهم وقت كنت على تدريب؟ Bon, l'espace d'une année, évidemment, donc à l'époque, c'était un tournant. Donc c'est la première fois où on parlait d'économie numérique. Et à l'époque, il s'agissait d'élaborer une stratégie pour l'économie numérique pour les 5 années, 2010-2014. Et donc l'année passée au ministère, c'était pour élaborer une stratégie qui touchait un peu tous les axes, les infrastructures, le capital humain, les services à promouvoir, l'incitation aux start-up, la R&D dans le secteur. Il y avait dans le programme, par exemple, à l'époque, un financement de la recherche dans le numérique par une taxe sur les opérateurs, 0,5% à l'époque, du chiffre d'affaires des opérateurs, ce qui ne représentait pas une mince somme pour booster le secteur du numérique. Donc, c'est le fonds d'éthique. Le fonds d'éthique. Oui, mais avec un financement spécifique ciblé recherche. C'est pas le fonds, non. En plus du fonds, il y avait dans le programme de 2010 0,5% du chiffre d'affaires des opérateurs qu'on piquait pour financer la recherche dans le numérique. Non, à l'époque, après le 14 janvier 2011. Il n'y a pas eu d'application de ça. D'accord, je comprends maintenant. Voilà. Donc ça, c'était dans le programme, dans la stratégie. D'accord. فما حاجة هي ما فهمت شكون طلعها الإشاعة على أساس أنه عمار 404 جاي منك أنت على خاطر لقبك عمار ساشون جماعة السيكتور يعرفوا مش صحيح على خاطر عمار 404 والماشين دو سونسور تاع بن علي بدات بيان افون قبل ما تجي انت
دونك شنو اجابتك على الموضوع هذا؟ Ben, merci beaucoup pour la question. C'est l'occasion de lever toute ambiguïté entre mon nom et la dénomination Ammar 404. Effectivement, comme vous venez de le dire, Ammar 404 m'avait précédé. Ça date de 2007-2008. Donc, j'étais pas ministre à l'époque. Donc, ça prouve qu'il n'y a aucun lien entre mon nom et la dénomination. Maintenant, pour préciser une chose, parce que je pense que vous faites allusion à la censure de l'Internet notamment. على خاطر نذكروا بتاعت هذاك علاش خرجت الناس حطت في مخها اللي انت ورا الماشين هذيك على خاطر سي سورتو في لي زاني 2010 وين قوه السنسور صارت نتاع الانترنت التونسي مع مارك 404 وانت وقتها كنت ministre تكنولوجي بالرغم ما كنتش انت طالبها تقرا فجاه الموزيل. Mais il faudrait préciser que le ministre des technologies de la communication, le ministère, c'est un ministère technique. Et il n'a rien à voir avec des politiques en relation avec la protection, osons le dire, la censure, qui relevait d'autres services et d'autres ministères, qui s'appuyaient certes sur la technologie, mais le ministère des technologies de la communication n'avait aucun regard sur cette politique. Et donc, à l'époque, et là pour être témoin, j'étais observateur comme le commun des mortels de ce qui s'est passé. C'était pas le ministre qui faisait le boulot de dire tous les matins faut fermer tel site ou tel site. Donc je ne faisais que constater. Et ça échappait au contrôle du ministère des technologies de la communication. Bien qu'il y ait une agence technique qui était l'ATI, qui était donc la plateforme dans laquelle se faisait le boulot. Et donc ça c'est pas pour me dédouaner, mais il faut préciser que sans remettre en question donc l'existence de cette censure, si elle était censée ou pas, mais contrairement à ce que pensaient les gens, elle ne relevait pas du contrôle du ministère. Au moins les choses sont maintenant au clair, for the record, comme on dit en anglais. Voilà. Et puis Ammar 404, ça n'a rien à voir avec Nasser Ammar de Zebja. Au moins الامور واضحه توا الناس كلها هاكا في بالكم باش هكاك ما عادش عاد يتجبد الموضوع باش يقولوا سي ناصر عمار هو اللي عمل ماشين عمار 404 خطيه سي ني با لوي عمار 404 et de toutes les façons je pense نجموا ترجعوا شويه على الانترفيو اللي عملناه مع مدام خديجه غرياني في دي جي كلوب il y a quelques années تو الوقت ولا يجري برشا donc je sais plus quel épisode حكينا على عمار 404 وحكينا شويه comment ça se faisait. دونك غازي اللي هو بدا معايا المشوار تذكرها وقتاش en 2022 c'est pas avant قبل كوفيد مدام خديجة غرياني je pense bien avant en tout cas bref tapez Khadija Ghariani et vous allez trouver on a parlé de Ammar 404 et je pense vous pouvez fouiller aussi في l'archive نتاع THD 15 سنة دخلنا 16 سنة توا تلقاو des articles على Ammar 404 ومشينا صورنا les machines les serveurs اللي كانوا في السوسول نتاع l'ATI اللي هما ils servaient pour le deep packet inspection à l'époque pour faire donc la censure. En tout cas, faites la recherche Ammar 404 THD et vous allez trouver beaucoup d'articles et beaucoup d'interviews par rapport à cette machine-là. Elle est Khatia Si Mohamed Nasser Ammar. Si Mohamed Nasser Ammar. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous recevoir في DG Club. plaisir est partagé. Et نعاود نذكروا أنه أنت عندك l'école à Pristini. Actuellement, je suis sur un nouveau projet autour d'une école sur l'IA qui s'appelle Pristini School of AI, qui est basée à Innovation City, Technopark de Sousse. Voilà. Et donc, qui offre elle relève de l'enseignement supérieur et qui offre aux jeunes l'occasion de se former sur les techniques de l'IA de façon croisée avec des métiers qui mêlent l'industrie, la santé, l'administration des affaires et peut-être d'autres secteurs à l'avenir. Voilà, aux femmes bientôt Summer School pour l'IA, pour les jeunes, les enfants. Autres, parce que Pristini, c'est aussi un groupe scolaire où il y a une école, un collège et un lycée sur le modèle Cambridge avec la formation uniquement en langue anglaise. Et dans ce cadre, nous allons organiser une école d'été
pour les gamins, pour les initialia. Donc, voilà. Ça sera annoncé sur le site de Prestini. Très très bien. Et sur la page Facebook. Voilà. Merci beaucoup. DigiClub بودكاست برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري او ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.